J'étais ici lorsque le coup d'État de 99 est arrivé. À notre grande surprise, en décembre, on voit des militaires, gays, déjà on se pose des tas de questions, on ne comprend pas, il y a des choses, il y a des zones d'ombre en fait. Et dans les zones d'ombre aussi, il y a le fait aussi qu'on voit des doubles pages sur Ouattara dans le Monde, le journal Le Monde, son départ pour Abidjan, ses partisans qui clament Ouattara président. On se dit, mais que vient chercher Ouattara dans une affaire de coup d'État, soi-disant opérée par Gueye, qui vient balayer la maison, et tout d'un coup, on voit des gens qui clament à l'aéroport Ouattara président. Bon, moi, je voulais quand même prendre la température. Et en fait, j'avais pris soin pendant la soirée et durant tout ce qui est tous les à côté, essayer de prendre la température des expatriés sur la situation en Côte d'Ivoire. Déjà, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'élection de Gbagbo, de son avènement au pouvoir, etc. etc. Et là, je pose des questions, je dis alors, comment ça va et tout, qu'est-ce que vous pensez de la situation ah oui, mais non, on a un harcèlement fiscal, ça va pas du tout, on est harcelé fiscalement. J'ai dit, comment ça, vous êtes harcelé? Ah ben oui, mais au niveau des impôts, ils veulent nous faire payer des impôts. J'ai dit, mais ici à Paris, il y a l'URSSAF. Si vous n'êtes pas content des impôts en Côte d'Ivoire, il faut rentrer au bécail. Hein. Il y a l'URSSAF qui vous attend ici. Alors là-dessus, on commence une conversation avec cette dame de l'Union européenne qui était là pour la décentralisation. Elle me dit, oui, ce sont des nuls, je ne comprends même pas, ce sont des incapables, j'ai des milliards à décaisser, ils ne veulent pas, etc., etc. Donc nous, on est là, on se dit, il y avait un jeune métis qui était instit, qui dit, mais on ne comprend pas. Normalement, ce dont on a l'habitude jusqu'à présent, c'est que même si on n'a pas les structures en place, quand l'argent est décaissé, on prend l'argent, enfin les préjugés sur l'Afrique, hein, l'argent est pris, il est dépensé, et pas pour ce pourquoi on a donné l'argent. Donc moi je lui dis, mais c'est pourquoi cet argent? Il me dit pour la décentralisation. Je dis, bah, vous regardez bien comment la situation s'est passée. S'ils ne veulent pas prendre cet argent-là, c'est qu'il y a une raison. J'ai dit, vous devez les remercier d'ailleurs de ne pas accepter que l'Union européenne décaisse de l'argent, d'autant plus qu'il y avait les 68 milliards c'est quoi 60 milliards ou 68 milliards de l'Union européenne sous Bédier pour la santé qui avait été détournés, ça va faire un scandale énorme, etc., etc. Et que les ponts avaient été coupés avec toutes les organisations financières mondiales, y compris avec l'Union européenne. Donc moi, je ne voyais pas pourquoi elle disait qu'ils étaient nuls. J'ai dit, on devrait les remercier, puisqu'ils n'ont pas, s'ils ne veulent pas. J'ai dit, on analyse la chose. Ils ont besoin d'argent, comme vous le dites. Et pourtant, ils ne veulent pas du tout que vous décaissiez l'argent pour la décentralisation. Vous devez les remercier. Donc là-dessus, on commence à discuter. Et là, étonnamment, elle commence à me parler de l'ostracisme vis-à-vis comment dirais-je, des gens du Nord. J'ai dit, ostracisme. J'ai dit, moi je suis désolée, madame. S'il y a un ostracisme en Côte d'Ivoire, c'est vis-à-vis des gens de l'Ouest, notamment les gens de la région de Djokoué. J'ai dit, en tout et pour tout, dans cette Côte d'Ivoire, vu d'Europe, hein, les clichés sont les suivants. Nous sommes, les Africains en général, sont les cannibales. Et dans la Côte d'Ivoire, on a décidé que le cannibalisme anathème qu'on met sur tous doit être porté par les gens de l'Ouest. C'est les gens parmi lesquels on a le moins pas d'intellectuels, mais de scolarisation, en tout cas par rapport au nombre de la population. Je dis, moi je prends mon exemple, j'étais à Montpellier, on était seulement sur plus d'une centaine d'étudiants ivoiriens, nous étions que 2 filles venant de la région ouest. C'est quand même un signe. Donc j'ai dit, je ne comprends pas. Leur situation, quand on regarde de très près, ils sont dans le commerce. Politiquement, ils ont toujours participé à tous les gouvernements. Donc, je ne vois pas l'ostracisme. Et là, elle m'avoue, elle me dit, oui, mais bon, tant que le RDA n'arrête pas son lobbying négatif sur la Côte d'Ivoire, les choses n'iront pas. Donc, de ce jour-là, j'ai compris qu'en fait, des problèmes allaient commencer, en fait. Parce que la majeure partie des expatriés, il y avait une centaine quand même, c'est pas rien, qui avaient une vision selon laquelle l'arrivée de Laurent Gbagbo pour eux, c'est payer les impôts. Mais les Ivoiriens les payaient. Nous, moi j'y avais été parce qu'on devait trouver un toit pour ma mère. Eh bien, ils ont trouvé un arrangement. Je dis, le gouvernement Gbagbo avait fait un arrangement. Si vous deviez 10 ans d'impôts, on vous demandait de payer à la limite, en tout cas en ce qui concerne le foncier, hein, les taxes foncières, on vous demandait de payer 3 ans cash sur les 10 ans.
et c'est bon, on vous faisait cadeau du reste du temps. Donc toutes les démarches nécessaires pour essayer de faire, enfin, trouver un équilibre et ne pas non plus asphyxier les gens par l'impôt, ils l'ont fait. Voilà. Donc déjà, c'était un signe d'inquiétude en fait. Ah oui, le milieu que moi je côtoyais, oui, on en parlait, mais en même temps, parallèlement aussi, il y avait beaucoup de désinformation. Parce qu'après 2000, il y avait cette histoire de la fameuse histoire du charnet du Yopougon qui traînait encore. Donc les gens étaient dans ce que les médias avaient dit par rapport à cette histoire-là. Et bien que des rapports de Human Rights Watch, qui n'est pas quand même l'association, enfin l'organisation humanitaire qui fait des cadeaux, ou en tout cas qui a fait des cadeaux à Gbagbo, en tout cas en guise d'information, mais là-dessus, les choses avaient été clarifiées, les circonstances avaient bien été expliquées, et que là, on en était, enfin, en 2000, on avait déjà l'information que il y a eu de la manipulation et que les gens qui avaient été retrouvés là n'étaient pas tous morts à cet endroit-là. Les gens étaient morts de noyade, etc., etc., et que c'était toute une machination. Mais c'est vrai que moi, le milieu que je fréquentais était au courant de ces projets, etc., etc. Mais en même temps, il y avait des gens aussi que je côtoyais qui étaient omnibulés par déjà cette sale campagne qui avait commencé depuis son avènement en 2000. Hein. Il n'a pas eu un répit de toute façon. Il n'y a pas eu de répit du tout. Voilà. Marcoussis, déjà, de toute façon, à la base même, que Marcoussis soit une solution pour nous était déjà un mensonge en soi, puisqu'ils étaient à Lomé. Et Adema n'est pas un petit saint, on sait tout son parcours, on sait tout ce qu'il a été capable de faire, de mauvais, etc. etc. Il n'empêche quand même que là-dessus, il est clair. Parce qu'au départ, quand la crise commence, on nous dit c'est les zinzins et les baïfoués. Bon, je dis c'est qui les zinzins et les baïfoués? C'est une histoire de militaires qui n'ont pas reçu leur solde, etc. etc. Bon alors, je ne sais pas si je peux me permettre de revenir en arrière, c'est que moi, mon père a été à Kolwezi à l'époque. Sollicité, c'est-à-dire dans les mêmes conditions que ces jeunes gens. C'est-à-dire une partie d'entre eux qui disent qu'ils sont partis, je ne sais pas si c'était au Libéria ou dans quelle crise ils étaient intervenus, et qu'on devait leur payer ce que... Enfin, Bédier devait leur payer ce qu'il leur devait par rapport à... Il y avait les gens dans l'armée, hein, il y avait l'histoire de l'armée, mais il y avait aussi des militaires qui avaient été dans des interventions étrangères, comme mon père. Mais moi, je me rappelle, pour mon père par exemple, à la fin, au début, il devait leur verser un certain nombre d'argent. Ils ont reçu qu'1 million de francs CFA anciens, c'est-à-dire avant la dévaluation, sur 8 millions qu'on devait leur donner. Mais le reste, les généraux et l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Oufouette à l'époque, a décidé, pas Oufouette, mais les généraux ont décidé que, de toute façon, comment pourrait-on donner 8 millions de francs CFA à des sous-officiers qui ne respecteraient plus les officiers? Donc ils ont fait même bas sur cet argent. Mais jamais personne n'est allé occuper la rue ou faire un coup d'État pour autant. Voilà, donc c'est pour dire déjà qu'il y a un problème. Donc, comment il s'appelle Eyadema, lorsqu'ils vont à Lomé et qu'il y a des revendications, enfin, ce sont les militaires, il leur dit, mais vous êtes des militaires, que venez-vous chercher des histoires politiques. Donc, vous devez, si vos problèmes militaires sont réglés, il n'y a plus rien à dire. Et là, de toute façon, puisque moi, je suivais le problème de très près, on s'est rendu compte déjà qu'à Lomé, Soro, Guillaume et consorts, ils étaient obligés tout le temps de ressortir pour aller prendre attache ou, comment dirais-je, appui sur ceux qui les avaient commandités pour pouvoir parler. Donc c'était compliqué. Là-dessus, ils n'ont même pas fini, enfin, les négociations étaient prêtes à aboutir en tout cas, puisque ce qu'ils ont avancé comme revendication était en passe d'être assouvi. Et tout d'un coup, Wad rentre en jeu en sabotant le truc, que ça ne va jamais marcher, etc., etc. Et du jour au lendemain, il se retrouve à Marcoussis. Donc déjà, d'emblée, de toute façon, peut-être que c'est M. de Villepin et Chirac et le gouvernement français qui espéraient vendre cette affaire de Marcoussis comme étant une solution de paix pour les Ivoiriens. Mais à la base, les gens n'ont même pas compris qu'on ait quitté Lomé pour venir à Marcoussis. Et puis à Marcoussis, il y avait qui à Marcoussis en fait? Il y avait des rebelles phagocytés, enfin qui ont phagocyté leur mouvement, puisqu'on était parti du MPCI, dont Soro s'est réclamé étant comment dirais-je, le chef. Et tout d'un coup, on arrive avec Mpigo. Je ne connais même pas, j'oublie le nom du troisième mouvement. Donc, quels sont les protagonistes comment dirais-je, à Marcoussis? C'est Ndring Guessan, alias Do Félix,
déjà. Il y a, comment il s'appelle ce caporal là Enfin, il y avait des gens qui étaient venus sur des faux noms, en fait. Ils ont signé les accords de Marcoussis sur des faux noms. Donc déjà, on va revenir à l'essentiel, c'est que Marcoussis, déjà, moi, en tant que franco-ivoirienne, je n'attendais rien de Marcoussis. Et les Ivoiriens non plus n'attendaient rien de Marcoussis. Ils n'ont même pas compris qu'on ait fait Marcoussis, de toute façon. Puisque, en terre africaine, on était capable d'arriver à des solutions. Mais ceux qui ont commandité visiblement ce coup d'État, en voyant que, en tout cas à Lomé, bien qu'ils aient pris sur Eyadema, ils ne risquaient pas d'avoir gain de cause, ont délocalisé le problème et ils sont venus le déposer à Marcoussis. Donc Marcoussis, pour nous, déjà, c'est déjà nier, en tout cas, la capacité des Africains à régler eux-mêmes leurs problèmes. Voilà, déjà à la base. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse, en tout cas, attendre de Marcoussis? Rien du tout. On m'a dit rien du tout. Mais et la popularité de Gbagbo sur le terrain, elle est liée à la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Les gens, tous ces millions de personnes qui sont descendues dans la rue à Abidjan, n'étaient pas forcément tous des membres du FPI. C'est pas que le FPI, c'est des gens qui avaient quand même foi en quelqu'un qui défendait les intérêts de leur pays, qui avait compris ce qui se jouait de toute façon dans la rébellion, qui avait compris le système et que ce n'était pas des gens du Nord contre des gens du Sud. Puis, comme dirait l'autre, que vient faire un Soro Guillaume dans une affaire entre chrétiens et musulmans? Puisque Guillaume Soro est à la tête de la rébellion. Il s'appelle bien Guillaume. Guillaume est un prénom chrétien. Mais ça, je crois que c'est ça aussi, même mes compatriotes, hein, parce que moi j'ai deux sortes de compatriotes, j'ai mes compatriotes ivoiriens et j'ai mes compatriotes français. Mes compatriotes français n'ont pas pris le temps de réfléchir au côté incongru ou à une chose qui ne collait pas, quoi. Ça ne collait pas, c'était tellement évident. Voilà un Guillaume Soro qui se trouve à la tête d'une rébellion revendiquant des droits pour des musulmans du Nord qui seraient détestés par des gens du Sud. Donc déjà, il y a un premier problème à la base. Mais celui-là, visiblement, personne ne le voit, puisque jusqu'à aujourd'hui, il y en a qui en sont restés encore à un Nord musulman et puis un Sud chrétien qui seraient opposés. Alors, 80% des populations du Nord vivent dans le Sud, y compris dans les plus petites bourgades, c'est-à-dire les plus petits campements du Sud. Il y a eu depuis très longtemps des gens du Nord et même des gens des pays voisins. Donc c'est pour vous dire. Voilà. Donc Marcoussis, on n'attend rien de Marcoussis. C'est déjà une manipulation. D'ailleurs, ils ont pris pour prétexte un bombardement dans la région de Tébissou, dans la région de Boaké. Là, il y a eu un bombardement d'hélicos. On nous a montré des gens qui étaient sur une barque, comme ils savent le faire. Aujourd'hui, on le sait, qu'ils manipulent même les images, qu'ils sont capables de positionner un corps d'une façon, faire coucher un jeune homme dans une posture où on le filme en disant qu'il est mort et 2 secondes après, il se relève. Donc ça, on n'avait pas encore vu ce côté-là. Mais enfin, il y a eu un bombardement, entre guillemets, d'une barque, apparemment, et qu'il y a eu des gens qui ont été tués. Donc là-dessus, De Villepin décide que ça suffit, ça commence à bien faire, les civils sont attaqués par les hélicos de Gbagbo et qu'il faut vraiment que cette histoire s'arrête, etc., etc. Et c'est dans cette dynamique-là que les gens atterrissent à Marcoussis. Voilà. On lève comment dirais-je, les mandats qui étaient contre Alassane, etc., etc. Et tout le monde vient à Marcoussis. Et avant de venir, comment il s'appelle, Ouad envoie un bel avion à Soro Guillaume et à toute la clique de rebelles qui s'habillent à Dakar. Ils sont habillés bien comme il faut pour être présentables à Marcoussis. Donc l'État de Côte d'Ivoire, ben, il n'est pas là. On invite quand même, je crois que c'était le président de l'Assemblée nationale qui était là, Afin Guessan, ancien Premier ministre, qui est là, et un certain nombre de partis. Mais où sont l'État de Côte d'Ivoire en tant que tel? N'était pas là. Puis de toute façon, Mamadou Koulibaly, il ne reste pas. Donc il part. Donc le représentant, le président de l'Assemblée nationale, qui est représentatif du peuple ivoirien, n'est pas là. Donc forcément, c'est sûr que ce qui sort de Marcoussis n'intéresse pas les Ivoiriens parce que l'État de Côte d'Ivoire n'est pas représenté.
Oui, les groupes rebelles sont phagocytés, donc du coup, à Makoussi, et ça c'est un système maintenant, on commence à le comprendre. Enfin, on commence à le comprendre. Au Mali aujourd'hui, on nous a parlé du groupe Touareg. Une fois qu'ils ont occupé le terrain, ils sont scindés en deux groupes. On nous dit maintenant qu'il y a ACMI, il y a un machin, donc les uns et les autres ne s'entendent pas. C'est un procédé qui est vieux comme le monde, en tout cas qui est vieux dans la stratégie, en tout cas de déstabilisation de l'Afrique. C'est que on met un mouvement rebelle en avant, après on nous dit qu'il se phagocyte. Et ce n'est pas par hasard, parce que le fait qu'il se soit phagocyté, il y a un intérêt derrière, puisque après, chaque groupe va revendiquer quelque chose. C'était très important, cette partie-là. Voilà. Donc pour Mpigo, ça va être, je crois que c'est le deuxième mouvement de l'Ouest, c'est pas entre Mpigo et JPP, ou non, c'est pas JPP, je ne me rappelle plus, excusez-moi, du nom du troisième mouvement, mais du coup, les négociations vont se faire entre non seulement le RDA en tant que parti politique d'un côté, le PDCI d'un côté, le PIT, les trois mouvements, enfin ceux qui sont devenus trois mouvements maintenant, et ce qui est intéressant quand même, c'est qu'ils sont rebaptisés à Marcoussis, c'est génial. Ils deviennent force nouvelle. Bon, je ne sais pas la déformation professionnelle parce que je suis professeur de français, mais il y a un problème là. Force nouvelle, nouvelle en quoi? Mais d'emblée, de toute façon, il y avait un intérêt à la légitimer. Et aujourd'hui, enfin, avec le temps, là, on va dire 12 ans après, finalement, on comprend pourquoi. Parce qu'en fait, la Côte d'Ivoire aura été, il y a eu le Kivu aussi, mais la Côte d'Ivoire aura été, en tout cas, pour l'Afrique de l'Ouest, un bon laboratoire. Puisqu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est légitimé dans tous les pays en crise? Ce sont les rébellions qui sont légitimées. On pourrait dire que la Côte d'Ivoire était vraiment, c'était un coup d'essai. Et ça a bien marché d'ailleurs. Et depuis que ça a bien marché, maintenant c'est devenu une donne. C'est-à-dire dès qu'il y a un petit problème dans un pays, il y a une crise dans un pays, parce que dans tout pays, de toute façon, il y a des problèmes. Donc dès qu'il y a un problème, il y a un mouvement rebelle qui se crée. Il n'y a même plus tout ce temps, parce que pour les rebelles, ça a pris quand même un peu de temps. Maintenant, systématiquement, les forces armées, c'est-à-dire ce que s'ils avaient attaqué Paris, on aurait traité de terroristes, tout d'un coup sont devenus, quand il s'agit des pays du Sud, sont légitimés et on trouve qu'ils ont quelque chose à dire et le fait d'utiliser des armes est une solution. C'est ça aussi là, le problème qu'on n'arrive pas à comprendre. Voilà des gens qui nous vendent soi-disant une démocratie et qui, en 2 temps 3 mouvements, sont capables de légitimer des gens qui viennent là avec des armes, rompent la paix. Parce que le premier droit de l'être humain, c'est de vivre en paix. Donc quiconque, de quelque façon que ce soit, arrive, en tout cas surtout de façon violente, à rompre la paix, est en violation du droit premier de l'être humain. Il a gardé la même quand même pour donner le tempo sur les orientations, mais c'est vrai qu'il n'avait pas les coups des franches à partir du moment où, finalement, il fallait gérer tous ces gens-là. Donc c'est là-dessus aussi qu'à un moment donné, pour ne pas non plus que le pays sombre, parce que lui, il avait un intérêt, son intérêt c'était que l'État survive. Les rebelles et leurs alliés avaient pour ambition de détruire l'État de Côte d'Ivoire, puisqu'ils sont allés jusqu'à même proposer que cet État de Côte d'Ivoire soit sous tutelle. Voilà. Donc lui, il y avait deux dynamiques. Il y avait la préservation de l'État en construction entre l'État de Côte d'Ivoire et la nation ivoirienne à préserver. Et puis en face, il y avait des gens qui bossaient pour que cet État de Côte d'Ivoire n'existe plus et que la Côte d'Ivoire retourne, en tout cas, dans le giron de colonies françaises. Parce que s'il n'y a plus d'État, ben elle est sous tutelle. Un mandat de l'ONU, même si ça ne dit pas son nom, c'est ce à quoi il voulait arriver. Donc pendant longtemps, c'est vrai qu'on peut dire qu'à partir de 2003, il y a une bataille qui s'engage. Celui qui veut, en tout cas, qui veut de toutes ses forces faire en sorte que cet État survive et qui continue quand même à se construire, et en face des gens qui avaient envie d'une chose, en tout cas à la demande de ceux qui les ont envoyés certainement, que cet État n'existe plus, puisque le chaos leur réussit. Voilà, parce que sinon, comment pourrait-on expliquer que pendant 8 ans, ils ont quand même essentiellement occupé le Nord avec des recettes de diamants, hein, selon le livre de Grégory là, et d'autres textes, on voit bien que, vu le nombre de, enfin l'exploitation de diamants leur rapportait autour de 12 milliards par an.
Mais aucune université n'est sortie de terre, aucun hôpital n'est sorti de terre. C'est l'État de Côte d'Ivoire, c'est-à-dire divisé, c'est-à-dire l'autre bout, le sud, qui restait, en sachant que dans le gouvernement, de toute façon, il partageait encore le pouvoir avec ces gens-là, mais la moitié sud qui continuait à faire en sorte que le nord ne sombre pas. Même avant, parce que le signe de cela, moi, mon père qui m'avait raconté, il a une amie qui est de Boaké. On prend Boaké par exemple. Les gens occupaient les maisons des gens. Elle a pu se rendre à Boaké et la dame était chez elle, dans ses vêtements. Elle dit non, que c'est le chef rebelle qui m'a installé ici. Il dit mais il t'a installé aussi dans mes vêtements. Il t'a installé dans la maison, mais il t'a installé dans tout, y compris dans mes vêtements. Puisque tu t'es habillé de mes vêtements là. Donc les engagements qu'ils avaient pris de libérer les maisons des gens, ça n'a jamais été fait. Et le pire dans cette affaire, c'est qu'en fait, tout ce qui a été fait au nord aujourd'hui s'étend à toute la Côte d'Ivoire, en fait. Ils ont occupé le nord, donc moi, le sentiment des gens qui habitaient le nord, bon, j'ai quelques amis dont on a eu des nouvelles des parents parce qu'ils étaient de Boaké ou de Korogo. Moi, je retiens simplement qu'en 2005, hein, en juillet, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est juillet, oui, juillet 2005, dans la zone nord, Soro, il fait quand même deux conteneurs de partisans. C'est-à-dire que ce même pas des gens, c'est pas des gens du Sud, hein, ce ne sont pas des militaires du Sud. C'est que dans les guerres, dans la guerre fratricide qu'il oppose à, entre guillemets, hein, parce que vu de l'extérieur, on ne peut pas savoir ce qui s'est réellement passé entre eux, entre les partisans d'Ibé et lui, ça a fini par 2 conteneurs de gens qu'ils ont fait mourir. Donc, là, enfin, l'opinion de nos parents du Nord, on ne peut pas dire qu'on la connaisse vraiment. Puisque eux aussi, on voit maintenant, toute la Côte d'Ivoire vit sous les armes de ces gens-là, mais eux ont vécu pendant 8 ans sous ces armes. Donc que pensent-ils réellement? On ne peut pas dire qu'aujourd'hui on le sache. Alors ça démarre déjà dès le coup d'État, là. Dès le coup d'État, je m'intègre dans les groupes qui organisent des manifestations et tout ça. Bon, j'apporte mon aide aussi comme je peux. Et on n'a raté aucune manifestation. Alors, ce qu'on faisait aussi, moi j'avais avec un groupe de copains, ce qu'on faisait, c'était du harcèlement téléphonique de la radio comme RFI. Ils ont attisé. Alors, le tournant, ils disent que c'est la mort de Jean Hélène. Mais non, bien avant Jean Hélène, ils étaient déjà comme ça. Voilà, donc voilà, ils ont quand même une responsabilité aussi. Moi, je pense en tout cas, ils ont une responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Parce que quand on entend les gens qui matin, midi et soir vivent à Abidjan, sont dans un stress permanent et qui entendent le nombre de mensonges, de manipulations, de dressage d'une partie de la population contre une autre pendant tout le temps, vraiment que ce jeune homme ait pété un câble en faisant, excusez-moi du terme, pété un câble en faisant ce qu'il... Enfin, c'est grave ce qu'il a fait, mais qu'il soit arrivé à agir comme ça, c'est que les gens étaient dans une sorte de tension. Ce n'est pas une excuse. Hein. Être sous tension n'autorise pas à ôter la vie à autrui. Loin de moi l'idée de cautionner ce genre de choses. Mais c'est pour dire dans l'état d'esprit dans lequel les gens étaient, quoi. Comment ils vivaient. Surtout que nous, quand on entendait tout ça, on téléphonait à nos parents, la réalité du terrain n'avait rien à voir avec ce que RFI racontait. Et dans tout. Et même le débat africain, pas le débat africain, c'est sur Africa numéro 1. Il y avait Juan Gomez, une mission de Juan Gomez. Moi, une fois, j'ai essayé d'intervenir. La stratégie, je fais le casting, je suis sélectionné. J'ai réussi à garder mon calme, je suis sélectionné. Mais le matin même, il m'appelle Juan Gomez. Et il me demande, je me rappelle bien, c'était lors du sommet France-Afrique. Le sommet France-Afrique. Où Gbagbo n'est pas venu. Donc on a l'impression que Gbagbo c'est un pays, surtout les pays africains. C'est quoi le problème? Il ne vient pas, il a ses raisons, il n'est pas obligé de venir. Mais tout le débat, tout RFI, toute la journée, c'était pourquoi il n'est pas venu, machin. Donc Chirac qui se permet de dire les escadrons de la mort sont une réalité. Tout ça va finir devant la CPI. Déjà la CPI, vous voyez. Donc tout ça va finir devant la CPI. Donc Juan Gomez qui
pose la question de savoir est-ce que c'était bien qu'ils ne viennent pas, etc., etc. Donc moi, de toute façon, j'avais répondu que, étant francophile, que si ces réunions, enfin si ces réunions permettaient, en tout cas, de ressouder les relations entre Africains et comment dirais-je, et Français, en tout cas, je n'ai aucune objection là-dessus. Mais seulement si ce sont des relations de valet, hein, de maître à valet, ça ne va pas. Donc moi, quand il m'avait appelé le matin, je lui ai dit, mais à un moment donné, il dit oui, mais il n'est pas venu. Je dis d'accord, il n'est pas venu. Mais il a le droit de décider qui vient ou il ne vient pas. Oui, mais quand même, la Côte d'Ivoire, ça intéresse tout le monde. Donc là-dessus, je lui ai dit oui, c'est vrai, ça intéresse tout le monde, mais ça intéresse d'abord les Ivoiriens. Et puis de toute façon, le tribunal pénal international, jusqu'à ce que la CPI, jusqu'à ce que je le sache, n'est pas un tribunal français. Et que je ne comprends pas pourquoi un président français se permettrait de dire que les escadrons de la mort sont une réalité et que tout ça va finir devant la CPI. Je dis, mais parallèlement, ils ont déroulé, parallèlement à ce sommet, ils ont déroulé un tapis rouge à Poutine, qui était là et qui avait son problème tchétchène sur le dos. Mais on n'a pas entendu un seul mot désagréable sur Poutine. Donc je trouve déplacé qu'on se permette de ne pas respecter la présomption d'innocence et de jeter en pâture des gens. C'est ça, c'est jeter en pâture. C'est que d'emblée, il était condamné. C'est la violence du pouvoir de Ouattara. C'est la violence. C'est le seul truc qui peut les freiner, c'est la violence. Leur détermination, je pense qu'elle est intacte. Ils savent qu'ils sont dans leur bon droit, qu'ils ont été spoliés. Voilà, et qu'ils sont agressés. Mais c'est vraiment enfin, pas le FPI même, la population ivoirienne dans son ensemble. On lui a imposé une chose, et on est en plein 21e siècle, on lui a imposé une chose qu'elle n'a pas voulu. Donc qu'est-ce qui empêche les gens? C'est la violence, simplement. Ils sont très violents. Et c'est terrible, c'est-à-dire que c'est les violents, ceux qui sont violents, qui ont passé 10 ans à dépeindre des gens pacifiques de violence. C'est-à-dire, c'est comment on appelle ça, le renversement de situation. C'est que lui, quand on parle c'est un individu dont on dit qu'il est policé, mais il est violent. Il n'est pas policé. C'est Gbagbo qui est policé. Lui, c'est quelqu'un de violent. Gbagbo n'a jamais usé de violence. Pendant 10 ans, il a demandé aux populations de l'Ouest de surseoir à tout grief qu'elle pourrait avoir, parce que la paix dépend de ça. Les gens sont revenus. Les halogènes qui étaient partis sont revenus. Danon Djedje a organisé le retour, mais c'était des choses qui étaient antérieures même, des querelles qui étaient antérieures à l'avènement de Gbagbo. Hein. C'est la période où il y avait Bédié, il y a eu des problèmes là, du côté de Tabou. Et même ça, on impute à Gbagbo cette affaire-là, parce que moi j'ai vu une écrivaine, une géographe, qui écrit un bouquin sur l'immigration et l'immigration en Afrique de l'Ouest, qui m'expliquait que pour certains gens au Burkina, par exemple, ils imputent ce qui s'est passé à Tabou à Gbagbo. Gbagbo n'a rien à voir dans cette affaire. C'est comme l'histoire de l'ivoirité, c'est Bédié, sous Bédié que tout s'est fait, c'est pas sous Gbagbo. Il y a une confusion des gens. Moi, je peux vous dire, pour venir, moi je suis originaire de la région ouest, c'est Djokwe. Mais le travail a été fait. On leur a donné mission sur le terrain de cultiver la cohésion sociale. Au point qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire. Vous allez au Djokwe aujourd'hui, les halogènes, c'est-à-dire nos parents qui sont venus du Nord ou de l'Afrique de l'Ouest, sont tous dans leurs maisons qui sont sur pied. Et ce sont les autochtones qui sont dans les tentes. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est comme si moi, à Senlis, nous, par exemple, j'habite Senlis, par exemple, dans l'Oise. Ou on va dire à Paris. On arrive là. Toi, tu es d'Italie. Moi, je suis de Côte d'Ivoire. Avec d'autres personnes, on attaque les Parisiens. On brûle leur maison. Pour quelque raison que ce soit, hein, qu'on ait raison ou pas. Qu'à l'arrivée, le résultat est le suivant.
Les Parisiens sont sous des tentes. Et nous, nos maisons sont toutes entières. On est assis chez nous, tranquille. Et des gens qui nous ont accueillis, ceux-là dorment sous des tentes. À côté de leur tente, il y a 3 charniers où il y a 1 millier de leurs parents qui sont enterrés, pas enterrés, qui sont ensevelis. C'est surréaliste. Non, mais c'est une politique criminelle qui a été organisée. Et comme il a des soutiens ici, je considère que ces soutiens ici sont complices de ce fait. Sont instigateurs, c'est un plan qu'ils ont monté ensemble. Ce n'est pas une affaire de complot. On va me dire, ah, mais dès qu'on commence à parler, M. Gilles m'avait sorti ça. Oui, mais c'est le complot. J'ai dit, écoutez, on massacre les gens. Hein. Donc, vous dites ce que vous voulez, c'est votre problème. Ils sont toujours sous des tentes et on sait qui les a massacrés. Donc, vous n'allez pas me parler des histoires de complot. Si c'est un mot aussi, parce que le problème, c'est que dans les analyses franco-françaises, on aime bien les anathèmes. C'est-à-dire qu'il y a des mots qu'on vous sort pour vous empêcher de continuer à discuter. Voilà. Quand vous sortez, ah, mais la théorie du complot, ça, c'est une façon de vous empêcher d'aller plus loin. Sinon, vous adhérez au délit complotiste. Voilà. On a des mots tout faits comme ça. Et ça empêche de poursuivre la conversation. Ça vous coince parce que là, d'ailleurs, c'est bloqué là. Mais moi, je ne bloque pas là-dessus. Je suis désolée. J'estime qu'il y a, une ambition de détruire cette population pour occuper, c'est-à-dire changer la configuration, prendre le poumon de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire entière, mais son poumon surtout. C'est tout. Et ces gens doivent disparaître. On a essayé en une fois de le faire, ça a fait un tollé, donc maintenant on va le faire à petit feu. C'est comment nous expliquer que l'ONU... Moi je dis, personne ne peut se l'expliquer, toutes les organisations sont là-bas. Comment font-elles pour ne pas pouvoir... Je suis désolé. L'ONU et l'armée française ont bombardé la résidence d'un président de la République, élu démocratiquement, pour le déloger de là. Comment font-ils pour ne pas assurer comment font-ils avec cette frappe de feu qu'ils avaient, avec laquelle ils sont acharnés, sur la résidence présidentielle et sur les Abidjanais, sur les Ivoiriens, parce qu'il y a pas mal de jeunes sur lesquels ils ont tiré à vue. Ils ont massacré des jeunes Ivoiriens dans ce pays. Et ils nous disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas à même de faire en sorte que des populations civiles rentrent chez elles, même pas à 15 km. Ce n'est pas 1000 km. Hein. Donc du coup, on a les réfugiés de l'extérieur. Comment voulez-vous que ceux du Ghana, du Libéria, du Togo et du Bénin veuillent rentrer chez eux, si même ceux qui sont dans une région qui t'a dit qu'ils sont à peine à 15 km de leur village ne sont pas chez eux? Et à Abidjan, les domiciles des gens sont occupés. Donc bon, ils vont le faire quand même parce que c'est des gens qui sont déterminés et qui ont foi en leur bon droit. Ils s'organisent, mais au jour le jour, la difficulté qu'ils ont, c'est cette criminalité et ce pouvoir criminel qui s'acharne sur eux. Donc voilà, c'est tout. Ils doivent faire avec cette donne-là. Parce que pour sa visite dans l'Ouest, mais l'icône était là depuis une semaine, là, dans le coin. Ça, et les militaires, tout militaire, il y avait une sécurité énorme dans la région. Ah oui, les guerriers, là, les populations n'ont pas droit, les populations civiles ivoiriennes n'ont pas droit au même égard. C'est une question simple qu'on pourrait leur poser. Ban Ki-moon, où est-il? On n'entend plus. Il est complice de génocide en Côte d'Ivoire. Mais c'est la classe moyenne ivoirienne. C'est vrai que c'est un pays... pour passer de sous-développé à un pays ou pays en voie de développement, là, ou devenir comme les BRICS, là, c'est quand la classe moyenne augmente. Et la Côte d'Ivoire est en passe de réussir, même s'il y a eu 10 ans de crise. Et là, apparemment, c'est ça. On va casser la classe moyenne pour te faire revenir en arrière. C'est comme ça. À l'époque coloniale, il y avait les cadres qui n'étaient pas nombreux, qui collaboraient avec les colons, et puis tu avais la masse de personnes qui étaient illettrées. Donc on veut revenir, de toute façon ceux qui massacrent, c'est une bande d'illettrés qui massacrent, à qui ils ont donné des armes, qui font le sale boulot pour eux.
L'université est fermée, hein, c'est un signe quand même. Ah oui, non, mais Manga, il est emprisonné depuis. La CGT a beau dire ce qu'elle veut, il est pas libéré. Il n'est pas libéré. Enfin, on a l'impression qu'ils ont le droit de mourir, hein. Les gens ont le droit de mourir tranquillement, là. Et le silence complet, silence, on meurt. Moi, une fois, je me rappelle, j'avais appelé RFI, pour l'Ouest encore. J'ai dit silence, on meurt à l'Ouest. Oui, mais on a été là-bas, on nous a refoulés. Je dis, qui vous a refoulés? Mais non, je ne vais pas vous le dire, de toute façon, vous les Ivoiriens, commencent à nous fatiguer, ta. Je dis, silence, on meurt à l'Ouest. Silence, on meurt à l'Ouest. Même le Vatican, au cours, quand même. Je suis désolée. Et les gens sont en émission catholique. Alors maintenant, ils veulent forcer les gens à rentrer chez eux. Les gens ne peuvent pas rentrer. Quelqu'un qui est sous une tente à 10 km de son village, franchement, pourquoi il ne part pas dans son village? Il faut qu'il ait vraiment des raisons pour ne pas rentrer dans son village. Parce que dans son village de soir, il ne sait pas qui va lui tomber dessus. Mais ce sont pour le coup, ce sont les milices, hein, parce qu'ils n'ont aucune vocation à être armés. Les milices, c'est la FRC. Hein. Il dit qu'il n'y a plus de FRC, maintenant c'est l'armée nouvelle, mais ce sont les FRC. Les FRC qui sont armés et les militaires qui ne sont pas en exil, en tout cas ceux qui ne sont pas partis et qui sont sur place, sont là mais sans armes. Or, ce sont eux qui ont été formés pour garantir la sécurité du citoyen. Donc, à partir de là, moi, je dis qu'il y a un génocide qui s'opère à Djokwe et qu'il a commencé déjà depuis 2002 et qu'il continue, qu'il est en cours. Et que les organisations internationales le savent, mais elles préfèrent utiliser des termes comme ethnocide ou je ne sais pas quoi, c'est-à-dire qu'elles tournent autour du pot, au lieu de dénoncer. Voilà. Parce que si elles dénoncent, eh bien, elles vont devoir agir. Et l'ONU elle-même, puisqu'elle est là, aveugle et sourde, elle se trouve toujours à 1 kilomètre de ce qui se passe. Donc c'est quand même le signe d'une complicité. Pas de tous les organes de l'ONU, mais en tout cas ceux qui sont responsables de protéger les civils sont complices de cela. Donc voilà, c'est une chose à dire. Et parallèlement aussi, mettre l'accent sur l'instruction. Il est vrai que l'école est devenue bancale, elle était déjà depuis longtemps, mais cette phase-là, militaire entreprise par la France et avec toutes ses conséquences, a aggravé encore la situation sanitaire et sur la situation de l'instruction. L'université est fermée, les écoles qui sont ouvertes ne fonctionnent pas bien. Il y a pas mal de gens, au moins à l'intérieur du pays, au moins 600 000 personnes qui se retrouvent dans des camps de déplacés, des camps de réfugiés à l'intérieur du pays. Donc ça veut dire que leurs enfants sont dans une situation scolaire précaire. Sans compter tous les réfugiés, parce que beaucoup aujourd'hui en France, les gens ignorent qu'il y a des réfugiés ivoiriens à l'étranger. Voilà. Donc avec l'association, on a entrepris la campagne intitulée « Réfugiés mais scolarisés ». Et à travers cette campagne, on a réussi, là, moi, comme je travaille dans un établissement, on réussit à sensibiliser les gens. Parce que beaucoup de gens pensent que les choses se sont arrangées, que tout fonctionne. Eh bien non, il y a des réfugiés ivoiriens sur 4 pays aujourd'hui. Le Ghana, il y a 4 camps de réfugiés au Ghana. Et en dehors de ces 4 camps, il y a encore plusieurs personnes qui ne sont pas dans les camps, hein, qui sont hors du pays. Le Libéria, le Togo et le Bénin. Ce sont les pays majoritairement qui accueillent le plus gros nombre de réfugiés. Voilà, donc on fait cette campagne-là de collecte de fournitures scolaires pour essayer de pallier à cela. Mais la tâche est tellement énorme que je pense qu'il faudrait que tous on s'y mette tous. Hein. Comment je commence ma participation? Bon, dans un premier temps, il consiste avec des groupes de copains à se relayer pour essayer de harceler, parce qu'on disait qu'on avait un déficit de communication. Donc nous, on les appelait pour essayer de leur faire entendre raison, parce qu'on avait des gens sur le terrain qui voyaient ce qui se passait et que ça ne correspondait pas du tout à ce qu'ils disaient sur ce pays. Donc on essayait de se battre comme on peut. Alors la rengaine, c'était l'ivoirité. On dit mais Gbagbo n'a rien à voir avec l'ivoirité. Il n'a rien à voir avec l'ivoirité. C'est l'affaire de Bédier et d'un certain nombre d'intellectuels qui, bon, dans un premier temps, de toute façon, le sens même d'utilisation du sens du mot ivoirité n'avait pas la tournure que ça a pris après. Mais Gbagbo était étranger à cela. Mais comme il fallait qu'il soit responsable de tout,
Comme je dis, hein, c'est le monsieur qui a le dos le plus large au monde. Donc tout ce qui ne va pas, il faut qu'on lui colle sur le dos. Voilà, c'est extraordinaire. Il a une dos très large. Dès qu'on ne sait plus quoi faire, on lui colle tout sur le dos. Donc voilà, on a inventé. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que c'est vrai qu'il faut avoir une culture assez générale de la manipulation, des coups fourrés, de soutien aux dictatures en Amérique latine pour comprendre que le mot, quand le mot escadron de la mort est lâché, il n'est pas lâché par hasard. Il n'est pas lâché par hasard. Ceux qui le lâchent font bien leur calcul. Ils savent très bien que ça parle aux gens, ça parle quelque part parce que c'est un truc qui a été utilisé en Amérique latine. Donc les gens, c'est pour assombrir les gens, c'est extraordinaire. Hein? Nous, on surveillait avec Philippe, mon mari, comme on suivait les infos, on était quand même étonnés d'Anton Ouattara qui était à l'ambassade de France en disant « mon pays est attaqué ». Dans un premier temps, c'était ça. Et puis après, c'était « oui, les escadrons de la mort ». Moi, en tout cas, c'est le premier que j'ai entendu prononcer ce mot. Voilà. Ensuite, c'était par rapport à Robert Gay, que oui, que les gens qui sont allés là-bas, que lui connaît la couleur du char qui y est allé, et que les gens qui étaient à l'intérieur parlaient BT. Mais comment il peut faire en étant à l'ambassade de France pour savoir quelle langue des gens parlent? Et d'ailleurs, si des gens étaient des tueurs qui sont allés tuer, pourquoi choisir spécialement de parler le BT? Le monsieur, il connaît même la couleur du char. La question est la suivante. S'il connaît tout ça, mais il doit savoir certainement qui est-ce qui a tué ces gens. Parce que ça fait quand même beaucoup. Et que pendant qu'il parlait, il y avait 2 femmes qui étaient là. Tous les gens oubliaient tout ça, hein, mais les bobines, c'est RFI qui les a. Si on les sort aujourd'hui, les bobines de radio, les bobines de témoignages, on le verrait, quoi. Mais un scénario tout fait, tout ficelé pour attester l'idée qu'il y aurait des groupes ethniquement, linguistiquement, parce que moi le mot ethnique il me gêne. Hein. Bon, tout le monde l'utilise, on continue à l'utiliser. Oui, moi je considère, en tout cas dans mon entendement, ce que je considère comme une ethnie, le type caucasien est une ethnie, les noirs sont une ethnie, le type asiatique est une ethnie, un point trait. Pour le reste, moi je parle de groupe linguistique. Voilà. Donc, une volonté de vouloir associer un crime à des gens et jouer sur le groupe linguistique. Voilà. Donc depuis le départ, il y a dans la manipulation et dans la démolition de l'image de Gbagbo sur le plan médiatique, il y avait ça à faire, c'est que tout ce qui pouvait être sale, il fallait qu'on lui colle sur le dos, quoi. Donc ces dames étaient là, elles avaient entendu. Dis-donc, elles n'ont pas peur. Hein. Voilà un domicile où des gens vont tuer des gens. Et elles sont à côté. Elles entendent même des gens qui sont en train de parler BT. Bon, même si c'est les plus idiots du monde, quand même, on peut lui faire crédit qu'il n'est pas si bête que ça. Il ne va pas envoyer des gens. Mais vraiment, c'est tiré par les cheveux. Et moi, quand je discutais avec là-dessus, donc nous, on avait tout un travail pour démolir ça. On faisait nos petites réunions avec des gens dans nos milieux familiaux ou ailleurs, pour essayer d'expliquer que ça ne collait pas déjà cette histoire de nord et sud, hein, nord musulman, sud chrétien, que c'était une chose qu'on ne pouvait pas coller à la Côte d'Ivoire, et d'autre part, tous ces mensonges, hein, tirés par les cheveux. Je veux dire, ce que je disais, on veut nous faire croire que en fait, le plus petit dealer là, de quartier est plus intelligent que quelqu'un qui est au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'il va envoyer des gens pour faire la sale besogne, et en plus, ces gens, ils vont même causer embêter, quoi. C'est-à-dire qu'ils font tout ce qu'il faut pour qu'on puisse faire un lien avec lui. C'est extraordinaire. Mais ça, personne ne voit c'est gros texte. Plus c'est gros texte, mieux c'est en fait. Oui, mais en France, on a su qu'il a porté plainte. Il y avait je ne me rappelle plus du nom de la journaliste, hein, mais il y avait le journal La Croix qui avait fait un article où ils avaient interrogé Alpha Condé, un copain de Gbagbo, qui disait des choses sur Gbagbo, sur son évolution négative et tout ça. Et il s'est avéré que la dame, elle a jamais, en tout cas en ce moment-là, elle n'avait pas rencontré, elle n'avait même pas eu Alpha Condé ni par téléphone, ni nulle part d'ailleurs, qu'elle avait fait l'article qui avait été monté de toutes pièces. Mais ça, on le comprend aujourd'hui. Hein. Donc, ils ont perdu leur procès. Je sais que Lacroix a perdu son procès. Le Monde a perdu son procès. Enfin, a perdu le procès. Que Gbagbo a gagné ses procès contre ces 2 journaux pour diffamation. Les gens n'ont peut-être pas surveillé. Mais quand Mme Diabaté, flanquée de M. Candesus,
fait la tournée des popotes et qu'elle va voir le journal La Croix pour dire combien ce type est très gentil, Ouattara est très gentil, qu'il est marié avec une Française qui est sympathique et chrétienne, il y avait toute une campagne qu'ils ont fait. Et Radio Vatican l'a accueillie. Hein, et sur Radio Vatican, il disait qu'elle devait même être reçue par le pape. Donc en ce moment-là, elle est accompagnée de qui? C'est Michel Camdessus, c'est pas rien. C'est extraordinaire quand même. Et encore le journal La Croix qui fait pratiquement dans la foulée une double page d'articles pour comment dirais-je, refaire une virginité à Ouattara qui a fait massacrer les gens à Dieukoué. Voilà. Moi, je suis natif de Dieukoué, je dis qu'il a pris l'ordonnance du 17 mars 2011, créant les FRC, et qui leur a donné mission d'aller, soi-disant, récupérer son pouvoir qu'on lui aurait enlevé, hein, qui aurait été usurpé. Et de ce fait-là, ces gens ont massacré 1 millier de personnes en un jour à Dieukoué, mais bien avant ça, ils ont massacré à petit feu dans tous les villages qu'ils ont traversés. Ce qui fait qu'on ne sait même plus si c'est 5000 morts, rien que dans la région ouest, hein. Je ne parle même pas d'Abidjan. Donc, quand on nous dit qu'il y a 3000 morts en tout, c'est vraiment une foutaise. Et on revient sur le chiffre de 3000 à chaque fois. C'est vraiment se moquer du monde. Donc là, pour se faire une virginité, le journal La Croix a fait un grand article sur monsieur. Donc, on comprend qu'en fait, le journal La Croix, qui peut me poursuivre s'il veut, depuis 2002, est complice de cette histoire de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Parce que comment pour autant expliquer qu'on fasse un article, qu'on fasse une interview qui n'a jamais existé, et qu'on fasse des doubles pages pour comment dirais-je, blanchir, si je peux me permettre le terme, M. Ouattara dans ce qu'il fait, c'est-à-dire lui donner une image Donc tous les chrétiens, là, tous les chrétiens de France, surtout ceux qui lisent la Croix, ont une image positive de ce monsieur et une image négative de Gbagbo. Ouais, ils ont essayé, en fait, dans un premier temps, quand c'est Caritas qui sort l'info. Ensuite, je crois, hein, si la chronologie est bonne, ensuite Amnesty International. Et dans un premier temps, qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Ils essaient de jouer les équilibristes. Donc, ils voulaient diviser les victimes en deux pour essayer d'en attribuer une partie aux forces de Gbagbo, une partie aux forces de Ouattara. Bon, tous leurs efforts pour le faire ont échoué. Et après, tout ce qu'ils ont trouvé à dire, c'est qu'il y avait des conflits fonciers. Mais je rappelle à tout le monde qu'il ne peut pas avoir de conflit foncier entre les gars, les FRC, et les populations de Dieukoué. Et que selon les coutumes et selon les lois, en tout cas traditionnelles, et qui ont été même prises en compte dans la loi foncière de 1998 qui a été votée à l'unanimité par tous les partis de Côte d'Ivoire, y compris le RDR, hein, qui n'est toujours pas mis en place, dont on a contesté quelques éléments à Marcoussis d'ailleurs, selon ce foncier-là, il est le même dans le principe au Burkina, au Mali, au Sénégal et partout. Les terres appartiennent à des communautés et non à des individus. Donc il ne peut pas avoir de conflit foncier entre des gens de Dieukoué et des populations allogènes, d'où qu'elles viennent. Donc c'est un faux prétexte. Par contre, on les massacre justement pour les spolier. Ça, c'est une réalité. Alors, moi aussi, j'en crois les spécialistes. Hein, la prochaine guerre, ce sera la guerre de l'eau, il paraît. Ce sera la guerre de l'eau. Donc, à partir du moment où on doit se battre pour l'eau, qu'on se battra plus pour l'eau que pour le pétrole, hein, je fais mon analyse et je me dis, eh bien, il y a 5 forêts classées, il y a 5 parcs naturels dans le coin. Il y a une forêt importante, c'est la forêt de Taï, classée patrimoine de l'UNESCO, patrimoine mondial est reconnu par l'UNESCO. Et dans cette forêt-là, depuis 2002, hein, il y a des gens qui sont venus s'installer dedans. Pourquoi l'UNESCO ne dit rien? Et c'est une région qui regorge d'eau, de forêt. Je pense que l'espace forestier qui reste à la Côte d'Ivoire se retrouve dans cet espace-là, de sud-ouest à tout l'ouest de la Côte d'Ivoire. Voilà, sans compter les ressources minières qui existent, hein, de l'or, du fer, etc., etc. Donc c'est une région très riche avec une population peu nombreuse. Et c'est en cela qu'elle est en péril, cette population. Parce qu'elle ne fait même pas plus de, je peux me tromper, même pas 600 000 âmes.
Donc si on continue à la dessiner comme ça, d'ici que le mandat de M. Ouattara, son faux mandat, parce que moi je ne le reconnais pas, puisque de toute façon, à partir du moment où le Conseil constitutionnel ivoirien a décidé que celui qui avait gagné les élections, c'était Laurent Gbagbo, moi j'en reste là. Hein. Je suis légaliste, donc j'en reste là. Ce qu'Obama et Sarkozy ont décidé, à coup de bombe, ça les regarde. Mais moi, je considère que de l'usurpation, parce que l'usurpateur et l'imposteur, c'est Ouattara. Donc de son imposture, s'il reste 5 ans, je ne sais pas combien de population il restera, elles sont en péril. Et enfin, moi, c'est là-dessus, je me bats là-dessus aujourd'hui. Il faut qu'on les sauve. Hein. Je pense que si on continue à se taire et à regarder, l'ONU est là, de toute façon. Ce jour-là, les forces de l'ONU étaient là, elles étaient à 1 kilomètre du massacre à Djoukwé. Mon problème, il est le suivant, c'est qu'à partir du moment où l'ONU est rentrée dans la manipulation, elle a aidé une puissance, ex-puissance coloniale et membre de l'ONU, droit de veto, qui a enfin, le fonctionnement de l'ONU concernant les anciennes colonies, puisqu'en 1945, l'ONU est fondée en 1945, en 1945, la Côte d'Ivoire n'existe pas, c'est une colonie française. Donc ce n'est écrit nulle part, mais c'est l'ambassadeur de France à l'ONU qui est à l'initiative des résolutions concernant ces ex-colonies. De temps en temps, on trouve un autre pays qui sert de faire valoir. On dit oui, la France et le Gabon. Bon, quand on connaît la liberté du Gabon, sa dépendance vis-à-vis de la même puissance coloniale, voilà, donc c'est comme ça que ça se fait de toute façon. Toutes les résolutions sont à l'initiative. Après, ils nous disent que oui, les Américains, les Anglais, etc., etc. Donc, il y a un fonctionnement qui est quand même dépassé. Et le problème, c'est que nous, le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne peut même plus croire au droit. Est-ce que le droit international a été appliqué en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas une affaire de pro-Gbagbo ou pro-Ouattara. Et moi, ça me saoule qu'on puisse nous enfermer. On est enfermé dans les cases. Moi, j'en ai marre qu'on nous enferme dans les cases. On ne peut pas nous enfermer dans les cases. Voilà. Moi, je n'ai pas de carte de parti. Je n'ai aucune carte de parti, ni en France, ni ailleurs. Mais ça ne m'empêche pas de dénoncer une injustice. Et ce n'est pas qu'ils n'étaient pas souvent formés, ils n'étaient pas formés du tout. Voilà. Même s'ils avaient des cadres, il y a des cadres par ailleurs, mais ceux qu'on nous a présentés, ceux qui ont occupé des ministères, n'avaient pas les capacités de les occuper. De toute façon, c'était voulu par ceux qui les avaient envoyés, de toute façon. Comment casser un État? C'est de mettre des gens incapables à la tête. Hein. Comme ça, ils font ce qui se faisait au début à l'indépendance, hein, à la dite indépendance, c'est que tous les ministères étaient bondés de conseillers en tout genre, d'experts en tout genre qui étaient venus suppléer au fait que les gens qui avaient les ministères n'étaient pas capables de les exercer, de faire le boulot pour lequel ils étaient payés. D'ailleurs, on en est revenu. On a l'impression de faire, enfin, quand on parle hein, dans ce que je dis, il y a toujours un retour en arrière, on parle de 2011, on revient, mais quand on y regarde aujourd'hui, c'est la même histoire, parce que les conseillers occidentaux ont fait leur réapparition. À croire qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas assez de gens formés, pourtant la preuve a été apportée quand même que les Ivoiriens étaient assez formés. Mais les cadres imminents de ce pays sont pourchassés, sont poursuivis, sont enfermés, sont en prison, et on va payer des expatriés pour venir faire le boulot. Il est incompréhensible qu'aujourd'hui, des gens soient à peine certains 10 km de leur village, que l'ONU et l'ICORN ne soient pas capables d'assurer leur sécurité pour qu'ils retournent dans leur village. C'est quand même extraordinaire. Un an après, il y a 4 camps de réfugiés dans la région de Djoukwé. Un an après. Ils ne sont pas au Ghana. Hein. Ils sont en Côte d'Ivoire. Ils vivent sous des tentes. Et Ouattara vient de s'y rendre là un an après. Elle est dans la région un an après.
Mais leur sécurité, tout simplement. Puisque des gens sont venus d'ailleurs s'installer sur leur terre. On fait des lotissements. Les natifs ne sont pas là et on fait des lotissements dans les villages. C'est-à-dire qu'on change la population. Voilà. L'autre, elle va finir, elle va mourir sous cette tente parce que la situation sanitaire en vivant sous des tentes, ce n'est pas une situation adéquate pour des gens. Là, il y a la saison des pluies, là. Comment ça se fait que les Nations Unies, l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, ne sont pas capables de permettre à des gens qui sont à peine à 50 km de leur village de rentrer chez eux, de garantir leur sécurité. Mais quelles sont les populations civiles qui étaient venues aider au point de faire la résolution 1975? Non, mais enfin, ce à quoi nous on a été confrontés, pas directement. Moi, je sais que on a été prendre conseil auprès de Madame Tobner pour savoir, puisque je dis le volet juridique et tout ça nous intéresse. On a pris rendez-vous avec elle pour essayer de voir dans quelle mesure trouver une solution à la situation des gens de l'Ouest. On a créé une structure qui s'appelle Halte au génocide au pluriel, mémoire et justice, parce qu'on estime que déjà, justice n'a même pas été faite à ceux qui ont été tués déjà dans la première phase du fait de la réconciliation, puisqu'il faut savoir quand même que ces populations qui ont été meurtries, parce que dans la première phase, on a eu les vagues de Libériens, vagues de Sierra-Léonais. La maison de mon père au village a été occupée par des chefs rebelles qui étaient venus, donc à différentes vagues de rebelles qui sont passés à l'ouest, avec pour chaque vague leur lot de cruauté. Voilà. J'ai des cousines qui avaient été enlevées, qui ont servi de bonne à tout faire pour ces gens-là. L'une d'entre elles, Sophie, est décédée de VIH au mois de décembre dernier, quand la crise s'est envenimée. Et elle, par exemple, elle avait tellement été traumatisée par ça que dans le village, la famille a un logement assez intéressant, mais elle vivait dans un taudis à Diokwe. C'était un choix, elle s'était isolée. Elle est morte dans son isolement. Cet isolement. J'ai ma tante dans la première vague qui a disparu. À ce jour, on ne sait pas où elle a disparu. Ma grand-mère maternelle avait disparu pendant 8 mois. On l'a retrouvée 8 mois plus tard. Ça, c'est la première phase. Donc, on était sensibilisés du fait qu'il y avait quand même, en tout cas, un projet, puisque je vous dis, c'est l'espace vital de la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est l'espace vital, le poumon de la Côte d'Ivoire. Donc, celui qui prend le poumon, parce qu'on se demande pourquoi il y a un acharnement tout le temps à l'ouest. Parce que c'est un poumon. C'est un poumon. C'est une région qui est pleine de richesses. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas ailleurs, mais elle est pleine de richesses et en plus de ça, elle est peu peuplée. Donc elle a toutes les raisons, en tout cas, enfin, il y a toutes les raisons pour vouloir l'occuper. Donc voilà le truc. Donc nous, le juridique nous intéressait. On se dit, bon, mais il faut s'investir là-dedans. Donc déjà récupérer les témoignages des gens, etc., et puis réfléchir à ce qui est possible d'être fait. D'une part, pour arrêter, parce que notre association, elle travaille en tout cas à la prévention. C'est que si justice n'est pas faite aux gens aujourd'hui, je crains le pire. Voilà, c'est tout. Et pour l'instant, on n'en prend pas le chemin. Parce que Laurent Gbagbo est emmené à la CPI, mais celui qui a comment dirais-je, pris l'ordonnance du 17 mars, qui a occasionné la mort entre 3 000 et 5 000 personnes dans la zone ouest, dont 1 millier ont été massacrés en une journée, est tranquille, reconnu comme chef d'État, tout le monde le salue, on lui fait la bise, on l'accueille ici à Paris. Quand nous, on va manifester notre mécontentement au fait qu'un génocidaire pareil soit accueilli, ben on prend des gaz lacrymaux, on ne nous laisse même pas l'approcher.
Ils ont poussé même le cynisme plus loin. Hein. Il est venu remettre le prix au Fouette-Boigny pour la paix. Je ne sais pas si elles sont les mamans argentines, là. C'est au Chili ou en Argentine qui font la ronde? C'est Argentine. Voilà. Eh bien, ils ont un prix. Ouattara a remis un prix à ces dames, le prix au Fouette-Boigny pour la paix. Tu t'imagines? Il fait enlever les enfants des gens en Côte d'Ivoire. Il y a plein d'étudiants, des jeunes gens qui ont été enlevés dans la phase où, comment dirais-je, après l'intervention française, il y a plein de jeunes gens qui ont été enlevés. Mon frère en a fait partie. C'est grâce à un type de l'ONU qu'on l'a retrouvé. Il a passé 1 mois en hôpital psychiatrique après. Pendant qu'il fait ça, que tout jeune à l'Ouest est considéré comme un milicien, ça on peut revenir là-dessus. Les milices de Gbagbo. Mais c'est qui les milices de Gbagbo? C'est Ouattara qui a des milices. Mais je ne crois pas du tout. En France, quand la France a été occupée, qu'elle s'est retrouvée en guerre, dans les villages, les gens se sont organisés pour défendre leur village. Jusqu'à preuve du contraire. Les populations de l'Ouest ou les populations du sud de la Côte d'Ivoire n'ont jamais quitté le sud pour aller attaquer quelques personnes que ce soit, dans le nord de la Côte d'Ivoire, en armes. Donc toute la partie sud et même nord, puisqu'ils n'ont rien demandé, eux, ils ont vu du jour au lendemain des gens qui sont venus en armes rentrer avec des armes, avec à dire qu'ils sont venus pour telle ou telle chose, étant en situation de légitime défense. On dénie aux Ivoiriens le droit de se défendre. Et on a décidé, c'est pareil, les mots, c'est pareil. On choisit bien les mots. On a choisi l'escadron de la mort, là, on choisit milice. Donc, les organisations humanitaires ici, beaucoup d'entre elles, à part Amnesty International, sont restées dans l'idée que Gbagbo avait des milices et que nos parents, nos résistants à nous, sont tous des miliciens. Donc, on a pris le 21 janvier, il y avait une marche qui avait été organisée, il y avait un meeting qui avait été organisé par l'opposition, les LMP et FPI à Abidjan, qui s'est terminé dans le sang. Et donc l'association et les mouvements de résistance à Paris ont pris la décision d'aller faire un sitting devant la FIDH et de déposer un dossier justement à la FIDH demandant comment ça se fait qu'on n'a pas entendu un seul communiqué de sa part. Là-dessus, M. Gilles, responsable Afrique de la FIDH, qui est un négationniste quand même du massacre de Dieukoué, parce que selon monsieur, le 5 décembre, il était sur France 24 en train d'expliquer que ce sont des gens égarés qui ont tué un millier de personnes en une journée. On n'a pas la même définition du mot égaré. Donc là, voilà, on essaie de les voir, on envoie du courrier. Ah, moi, je crois que de toute façon, ces 10 années-là, nul ne pourra les effacer, même pas les bombes françaises, de toute façon. Ils ne pourront rien y faire. Ça a pris des gens même qui sont désespérés dans les camps, aujourd'hui, ils y croient toujours. Ils ne lâcheront rien du tout. C'est tout, donc le combat continue. Hein. Il va être difficile, long, très difficile, on continue.